Monsieur le Président du Césaire, mes chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre session d'octobre, cette session d'automne qui nous permet d'ordinaire d'éclairer et de fixer les premières orientations de l'année qui vient. Mais cette session n'est pas une session ordinaire. Elle intervient dans un contexte, et chacun en aura pris la mesure, incertain, difficile, anxiogène. Un contexte marqué par l'inflation et l'explosion des coûts de l'énergie qui suscite la très grande inquiétude de nos entreprises, quelles qu'elles soient. Une inquiétude que je ressens plus forte, plus pressante, plus oppressante à mesure que le temps passe, que l'hiver approche, que les échéances des contrats d'énergie arrivent à leur terme. Un contexte également marqué, comme si cela ne suffisait pas, par un climat social tendu, un climat social très dur, très brutal, dont la grève qui touche les raffineries, même si elle semble baisser d'intensité, en est l'expression la plus désolante, l'expression la plus révoltante. Dans ce contexte absolument unique, nous sommes témoins d'un paradoxe difficile à admettre, difficile à accepter. D'un côté, l'inquiétude, l'incertitude, l'angoisse des chefs d'entreprise et de leurs salariés face à une crise énergétique qu'ils ne maîtrisent pas, que le gouvernement ne maîtrise pas, que personne, d'ailleurs, ne semble maîtriser. Et de l'autre, le règne du chacun pour soi, le règne du moi d'abord, le règne d'un système qui autorise une petite centaine de grévistes à paralyser un pays, à paralyser une économie, à paralyser des familles durant des semaines. Ce contraste est saisissant. Mais il est surtout terriblement inquiétant. Il dit l'état délétère de notre pacte social, il dit nos difficultés, notre incapacité même à faire bloc, à faire nation dans un contexte qui devrait pourtant appeler à la mobilisation générale, à l'unité et au rassemblement. Bien sûr, le droit de grève est un droit constitutionnel, un droit protégé, personne ne le conteste. Mais qui peut me dire, qui peut m'expliquer ce que ce droit protégé a de supérieur à celui de circuler, de travailler, de commercer, à ces droits que des millions de Français exigent d'exercer librement? Alors que d'autres mouvements, d'autres conflits se profilent dans le secteur de l'énergie, je demande au gouvernement d'aller plus loin, plus fort dans les réquisitions. Je lui demande de mettre un terme aussitôt que possible à ces chantages qui ne sont pas dignes d'une grande démocratie libérale, pas dignes de la situation historique, et je pèse mes mots, où nous nous trouvons, où se trouve notre pays, où se trouvent nos entreprises, nos TPE, nos PME, nos artisans, nos industries. Pas un jour ne se passe sans qu'un chef d'entreprise ne m'interpelle. Avant-hier, c'était un industriel sartois qui me disait que son chiffre d'affaires, pourtant conséquent, ne lui permettait pas de couvrir ses factures d'énergie. Hier, c'était un artisan vendéen, un artisan qui ne compte pas ses heures, ses jours, ses week-ends, et qui me disait qu'il devait renoncer à honorer une partie de ses chantiers parce que ce n'était pas rentable, parce que ce n'était plus tenable. Cette situation, c'est celle que vivent des milliers et des milliers d'entreprises à travers la région, à travers le pays, à travers l'Europe entière. Face à ce choc profondément injuste, face à cette crise d'une brutalité inouïe, je le dis avec beaucoup de gravité et de responsabilité, il n'y a pas de baguette magique. Et je crois que l'honnêteté impose de dire que face à ce que nous traversons, face à ce qui s'annonce, personne n'a de baguette magique. Le mur est trop haut, les montants trop élevés, les factures trop lourdes. Aucune collectivité, aucun État, aussi endetté que le nôtre, ne peut faire face seul à une telle vague, un tel tsunami. Quand l'Allemagne mobilise 200 milliards d'euros pour protéger son économie, la France annonce une enveloppe de 5 milliards. Et dire que certains nous expliquent depuis des décennies que la dette n'existe pas, que ce n'est pas un problème, qu'on remboursera plus tard, qu'on verra après. Je leur dis, avec force, le prix de la dette, le prix de notre insouciance, le prix de notre folie est là, sous nos yeux, dans notre incapacité à faire face, à réagir et à anticiper. Le prix de la dette
est là et d'abord dans tout ce que nous ne faisons pas ou nous ne ferons pas pour notre école, pour notre hôpital, pour notre justice et aujourd'hui pour nos entreprises. J'ai alerté le ministre de l'économie, j'échange avec les membres du gouvernement et les organisations patronales. Il faut une réponse européenne. Il faut un bouclier tarifaire européen. Il faut désindexer d'urgence le prix du gaz de celui de l'électricité. Nous devons réagir et réagir vite. C'est l'avenir de notre industrie qui se joue maintenant. Ce sont nos efforts, tous ces efforts consentis depuis plus de 2 ans, nos efforts pour sauver nos entreprises face au Covid, nos efforts pour relancer l'activité après le confinement, nos efforts pour aider nos entreprises à relocaliser leur production, c'est tout ça qui pourrait être réduit à néant si rien n'est fait, si l'Europe ne réplique pas, si l'Europe ne comprend pas que cette guerre économique est d'abord dirigée contre elle, contre ses intérêts vitaux, contre son industrie. Il y a urgence à agir, urgence totale, absolue, vitale. Mais derrière cette urgence, derrière cette course de vitesse qu'il ne faut pas perdre, se cache une autre réalité, une réalité de moyen et long terme, une réalité sur laquelle, si nous faisons les bons choix, si nous faisons les bons investissements, nous aurons un impact positif. Cette réalité, c'est celle de notre énergie, c'est celle de notre capacité à répondre à ce double défi. Produire plus d'électricité et produire plus d'électricité verte et locale. Produire plus d'électricité parce que le monde dans lequel nous vivons, un monde numérique, un monde technologique, un monde toujours plus peuplé, parce que ce monde-là l'exige. Produire plus d'électricité parce que notre nature, notre environnement, parce que l'état de notre planète l'exige. Le défi qui est devant nous est de 3 ordres. Assurer notre souveraineté énergétique, réduire notre empreinte carbone et garantir un prix de l'énergie accessible pour tous. Et la clé pour y parvenir se trouve dans notre capacité à assurer un mix énergétique qui soit le plus large possible. Un mix dont le pilier central est évidemment le nucléaire. Et je veux ici que l'on prenne la mesure de cette folie stratégique, de cette folie politique et écologique déclenchée par François Hollande et qui a consisté à désarmer notre parc nucléaire et dont nous payons aujourd'hui le prix fort. Il faut réinvestir la technologie nucléaire, il faut développer de nouvelles centrales et il faut développer la technologie SMR et je veux que notre région se positionne, qu'elle soit au cœur de ce pacte d'avenir. Je le dis et je le répète, le site de Cordemais, c'est une chance, c'est un atout, c'est une opportunité. Grâce à l'expertise de ces ingénieurs, de ces agents, grâce à son savoir-faire industriel, grâce à la proximité de Naval Group et des chantiers de l'Atlantique. Ne laissons pas passer notre chance, ne laissons pas l'avenir énergétique et industriel de la France s'écrire sans nous. Conservons l'esprit pionnier, cet esprit de conquête qui nous a permis, dans bien des domaines, d'être les premiers. Je pense évidemment à l'éolien offshore, je pense à l'avantage concurrentiel que nous avons pris, que nos entreprises ont pris en réalisant le premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire et en nous projetant très tôt aussi dans un deuxième parc au large de Noirmoutier et l'Île-Dieu, en étant, et c'est la proposition que je formule devant vous, candidat à un troisième parc qui s'appuiera sur la technologie de l'éolien flottant, cette technologie que nous sommes avec le projet Flogen porté par Centrale Nantes, les seuls à expérimenter en France. La mer est au cœur de notre identité, elle est au cœur de notre ADN, l'énergie marine est notre avenir, elle doit être au cœur de notre stratégie de diversification énergétique, au cœur de notre stratégie de croissance verte et de création d'emplois durables. C'est un enjeu absolument majeur pour lequel nous sommes totalement mobilisés et pour lequel je ne lâcherai rien. De la même façon, je veux saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous.
Je me rendrai au Danemark et en Norvège courant du mois de novembre pour visiter des ports en pleine transition énergétique, pour visiter aussi des infrastructures dédiées aux énergies renouvelables, pour visiter aussi les infrastructures des fameux méthaniseurs XXL qui suscitent localement des interrogations, des inquiétudes et parfois même de l'hostilité que je peux parfaitement comprendre. Je ne présume en rien des conclusions de ce voyage d'études, mais je veux dépasser les oppositions et les contingences locales pour regarder ce dossier comme une région doit le regarder, avec une certaine hauteur de vue, avec les yeux de la stratégie, avec un regard qui porte loin, à 10, 20 ou 30 ans. Je ne veux manquer aucun des trains de la transition écologique et énergétique. Je ne veux passer à côté d'aucune des technologies, qu'elles soient hydrogène, solaire, vélique, qui peuvent contribuer à notre avenir énergétique, à notre indépendance énergétique. Et je ne veux exclure aucune piste d'évolution, aucune piste de progrès, aucune piste de transformation, par principe ou par conservatisme. Et je veux surtout contribuer à éloigner de nous ces nuages noirs qui nous surplombent actuellement et qui sont, sachons le reconnaître avec lucidité, le fruit d'erreurs politiques, le fruit d'un manque de courage collectif, le fruit d'un manque d'investissement, d'un manque d'engagement dans l'avenir. Je conclurai en évoquant le mot qui, par nécessité autant que par raison, s'est imposé à nous. Ce mot, c'est celui de sobriété. Rarement un mot a pu paraître plus en décalage avec notre époque, avec cette époque du toujours plus, du quoi qu'il en coûte, et qui a, sur des décennies, épuisé nos ressources naturelles et lessivé nos comptes publics. Et je fais volontairement le parallèle à la sobriété énergétique doit répondre la sobriété budgétaire. Les circonstances nous l'imposent, autant que nos devoirs à l'égard de nos enfants et de nos petits-enfants. L'illusion de l'abondance dans laquelle nos sociétés, et je ne confonds pas avec les individus, ont vécu a affaibli notre capacité à voir au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos intérêts immédiats. Nous avons oublié que notre environnement est périssable. Nous avons oublié qu'après nous viennent nos enfants. Mais les conséquences sont là. Une nature dévastée qui se déchaîne, un pays qui n'arrive pas à enrayer une forme de déclin. Et pourtant, il faut y croire résolument, profondément, passionnément. Nous avons en nous les armes pour surmonter ces défis, ces obstacles, ces tempêtes. Nous avons le courage, celui de regarder la réalité en face, toute la réalité en face. Nous avons l'optimisme, celui qui nous définit si bien comme région, comme collectivité, comme société. Et nous avons surtout l'envie. Cette envie et cette énergie de transformer ces défis en opportunités pour nous et pour les générations qui nous succéderont. Je vous remercie.